Ah, la taxe foncière. Chaque automne, c'est un peu le même rituel. On reçoit ce fameux avis d'imposition. Et avec lui, une avalanche de questions, forcément. Pourquoi ce montant? Où va cet argent exactement? On sait que c'est un impôt essentiel pour la vie locale, mais il faut bien avouer que ça peut paraître assez complexe. Alors, l'objectif aujourd'hui, il est simple. On va décrypter ça ensemble, étape par étape, pour que tout devienne beaucoup plus clair. Voilà notre programme. On va commencer par la base. La taxe foncière, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on verra qui doit la payer et pour quel type de bien. Après, on plongera dans la mécanique de calcul, promis, on va faire simple, puis quelques chiffres importants pour voir de quoi on parle concrètement, et on terminera avec les cas où on peut être exonéré. Allez, c'est parti. On attaque avec la première partie, la taxe foncière Kessako. Avant même de se lancer dans les chiffres et les formules, la question la plus simple et souvent la meilleure, au fond, à quoi elle sert cette taxe? Comprendre sa raison d'être, c'est vraiment la première clé pour tout comprendre. Alors, concrètement, cet argent, il va où? C'est facile de ne voir que la ligne de dépenses sur l'avis d'imposition, bien sûr. Mais en réalité, c'est une contribution qui a un impact très direct sur notre quotidien. En fait, le mécanisme est assez simple. C'est l'État qui s'occupe de la collecte, mais l'argent, lui, il est directement reversé aux collectivités locales, les communes, les départements, et c'est là que ça devient concret. Cet argent, il finance les services tout près de chez nous. Pensez à la route qui vient d'être refaite, au gymnase du quartier, ou même au repas servi à la cantine de l'école. Eh bien, tout ça, c'est financé en partie grâce à cette taxe. Bon, maintenant qu'on sait à quoi elle sert, la question logique qui suit, c'est qui doit la payer au juste? Pour quel bien? Et c'est quand? Le moment fatidique, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette deuxième section. Ici, la règle est on ne peut plus claire, c'est la personne qui est propriétaire du bien qui paye, ou, cas un peu plus rare, celle qui en a l'usufruit, c'est-à-dire le droit de l'utiliser. Et un point vraiment crucial à retenir, les locataires ne payent jamais la taxe foncière. C'est formellement interdit pour un propriétaire de la répercuter, même de façon détournée dans les charges. Le calendrier, lui, est réglé comme du papier à musique. La date clé, celle qu'il faut retenir, c'est le 1er janvier. C'est la personne qui est propriétaire à cette date précise qui est redevable de la taxe pour toute l'année, même si elle vend son bien le 2 janvier. Ensuite, les avis arrivent à la fin de l'été et le paiement, c'est généralement pour la mi-octobre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de la taxe foncière, mais en vérité, il y en a deux. La plus connue, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, la fameuse TFPB. Elle concerne tout ce qui est construit, une maison, un appartement, un garage. Et puis à sa petite sœur, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB, qui, elle, s'applique aux terrains comme les champs ou les jardins par exemple. Allez, on attaque maintenant le cœur du sujet, le calcul. Ça peut faire un peu peur, mais on va décomposer la formule et vous allez voir que finalement, c'est assez logique. En réalité, tout ça repose sur une séquence en 3 temps. D'abord, on établit une sorte de valeur de référence pour le bien. C'est la fameuse valeur locative cadastrale. Ensuite, l'État nous fait un cadeau. On divise cette valeur par 2. Et enfin, on applique à ce résultat les taux qui ont été votés par nos élus locaux. Le point de départ de tout, c'est donc cette valeur locative cadastrale. C'est un concept qui peut paraître un peu abstrait. Pour faire simple, imaginez le loyer annuel théorique que votre bien pourrait rapporter s'il était loué. Et c'est là que ça devient assez surprenant. Cette estimation se base sur les conditions du marché immobilier de 1970. Oui, 1970. Alors bien sûr, elle est revalorisée chaque année pour tenir compte de l'inflation, heureusement, mais la base de référence, elle, date de cette époque. Le point essentiel à comprendre ici, c'est qu'on ne va pas être imposé sur 100% de ce loyer théorique. Pour les propriétés bâties, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire de 50%. En gros, on considère que la moitié sert à couvrir les frais. On ne paie donc l'impôt que sur une moitié de cette valeur de base. Et voilà, on arrive à l'étape finale. Ce revenu cadastral, qui est donc égal à la moitié de la valeur locative, on le multiplie par les taux d'imposition qui ont été votés par la commune et le département. Et ça explique pourquoi la taxe foncière peut varier du simple au double, voire plus d'une ville à une autre. Maintenant que la méthode de calcul est, je l'espère, un peu plus claire, voyons ce que ça donne en vrai, avec quelques chiffres concrets. Ça permet de bien mettre les choses en perspective. Alors voilà, en 2024, le montant moyen de la taxe foncière en France s'élevait à 1 082 € par contribuable concerné. Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne, et derrière ce chiffre se cachent des réalités très différentes. Cette moyenne, elle varie aussi selon le type de logement. Comme on peut le voir, pour une maison, la taxe moyenne tourne autour de 1 072 €, alors que pour un appartement, on est plutôt à 851 €. C'est assez logique, les surfaces et donc les valeurs locatives sont souvent plus élevées pour les maisons.
Et voici le chiffre qui a fait parler de lui. Entre 2022 et 2024, en seulement 2 ans, la taxe foncière moyenne a grimpé de presque 21%. C'est une augmentation vraiment significative qui s'explique par la revalorisation des bases locatives à cause de l'inflation, mais aussi par la hausse des taux dans certaines communes. Allez, pour finir, on va aborder un sujet très pratique et qui intéresse beaucoup de monde. Dans quel cas peut-on être exonéré, totalement ou en partie, de cette taxe foncière ? D'abord, il y a des exonérations qui sont liées directement au logement lui-même. Par exemple, si on fait construire, on est exonéré pendant 2 ans. Pareil si on réalise de gros travaux de rénovation énergétique ou si on achète un logement neuf à basse consommation. Ça peut donner droit à une exonération temporaire. Et puis, il y a des exonérations qui sont liées à la situation personnelle. Mais attention, ça ne concerne que la résidence principale. C'est le cas par exemple pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la SPA, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Les personnes de plus de 75 ans ou les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent aussi y avoir droit, mais là, c'est sous condition de revenus. Et on termine avec cette question qui est un vrai sujet de débat. Alors que le marché immobilier a été complètement bouleversé depuis 50 ans, est-ce que c'est encore juste de se baser sur des valeurs qui datent de 1970 pour calculer un impôt en 2024 ? La question de la pertinence et de la modernisation de ce système est posée et elle est loin d'être réglée.